Alors que ça fait un peu plus de 3 semaines que le détroit d'Ormuz est bloqué, l'approvisionnement mondial en pétrole est-il menacé? Réponse avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Je redonne les chiffres, pardon, parce que tout ça est histoire aussi de flux, de logistique et de mathématiques. Sur 20 millions de barils jour qui transitent, on le sait, par le détroit qui transitaient par le détroit d'Ormuz avant son blocage. Aujourd'hui, seuls 7 à 8 millions de barils réussissent à être envoyés sur le marché via des éléoducs, ce qui veut dire que l'offre de pétrole, aujourd'hui, elle est réduite. Elle est amputée de 12 millions de barils par jour. Est-ce que, pardon, on n'est pas là pour jouer à se faire peur, mais est-ce qu'un scénario de pénurie se profile? Quand je dis pénurie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'essence, ça veut dire qu'il y a des rationnements en station-service, il y a des restrictions de circulation, on demande aux gens de bosser en télétravail, des usines qui tournent au ralenti. Est-ce que ça se profile? Et à quel horizon? Vous avez aimé les confinements Covid, vous allez adorer les confinements énergétiques. Donc c'est évidemment exactement la même logique qui est en train de se profiler. Vous faites là allusion, David, de manière subliminale et fort pertinente au dernier rapport de l'Agence internationale pour l'énergie, qui effectivement a émis un certain nombre de propositions, de mesures visant à réduire notre consommation de manière très rapide. Et dans les mesures proposées et indiquées par l'Agence internationale de l'énergie, qui est un peu l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé au Covid, si vous voulez, c'est un peu la même chose à l'énergie, eh bien, la préconisation, c'est évidemment tout le monde en télétravail, circulation alternée un jour sur deux. Bon, ça, c'est dans la phase que nous vivons aujourd'hui, qui est une phase où vous avez très bien rappelé ces deux chiffres essentiels, mais en fait, il y en a trois. 20 millions de barils, c'est ce qui transitait, qui ne transite plus, et le manque net, c'est de 10 à 12 millions. Mais vous avez un autre chiffre qui nous donne une bouffée d'oxygène, qui est les 426 millions de barils de réserve libérés par les pays membres de l'Agence internationale pour l'énergie. Et ces 426 millions de barils, compte tenu de ce qui arrive plus et de ce qui arrive encore et du manque net, etc., en TTC, en données corrigées de toutes les variations saisonnières, bref, c'est 35 à 40 jours, globalement, d'autonomie supplémentaire. Donc, entre ce qui n'arrive plus et ce qu'on arrive quand même à faire passer par rapport au manque net et par rapport aux réserves qu'on a libérées, on s'est acheté 35 à 40 jours supplémentaires de délai pour avoir une vie qui peut sembler normale. Alors, ça, c'est aujourd'hui en Europe. Hein. En Asie, il y a plein de pays, Thaïlande, Birmanie, vous n'avez plus du tout déjà une vie normale sur le transport et la mobilité. Il y a déjà des pénuries de carburant. L'Inde commence à être touchée. La Chine a des très gros stocks, donc elle devrait pouvoir tenir plus longtemps. Mais ça, c'est à condition que les choses reprennent leur cours normal rapidement. Donc, première échéance, pour répondre à votre question, David, 35 à 40 jours devant nous au rythme actuel. Donc, ça nous amène fin avril, début mai 2026. C'est demain. Donc ça, Et qu'est-ce qui c'est se passe, pour... pardon? Qu'est-ce qui se passe si fin Ah bah avril, début mai, le détroit est fin toujours avril, bloqué et qu'il manque toujours 12 millions de barils qui ne passent plus? ah bah là, vous avez télétravail obligatoire, vous avez circulation alternée un jour sur deux, plaque paire, plaque impair, et puis après, bah, on connaît, hein, les salariés de première ligne, ils auront le droit de rouler, pas les salariés de seconde ligne, les métiers essentiels auront le droit de rouler, les métiers non essentiels n'auront pas le droit de rouler, donc on a à peu près une bonne vision de ce qui va se passer. Attends, Donc les pardon, juste, produits... Charles, je vous trouve un peu catastrophiste parce que je lisais Non, une non, interview de Pat. Non, vous me juste. demandez, non, non, je suis pas catastrophique. Catastrophique. Vous me demandez qu'est-ce qui se passerait si le détroit est toujours bloqué et que on a mangé toutes les réserves qui ont été libérées et que on arrive dans 35 à 40 jours, rien n'est réglé, la guerre au Moyen-Orient continue, voire même s'est amplifiée et il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus rien qui est extrait, etc., etc. Eh bien, voilà ce qui va se passer si ce scénario Oui, avait lieu. Pour le j'entends, moment, rien ne Charles. dit que ce scénario aura lieu. Bien sûr, Charles, mais moi je lisais surtout, enfin j'écoutais Patrice Geoffron qui est venu chez nous, qui est un grand expert, directeur du Centre des géopolitiques et de l'énergie, qui disait que 20% des importations européennes de pétrole passent par Hormuz. Ce qui veut dire que le 80%, ça vient de Norvège, ça vient des États-Unis, ça vient du Kazakhstan.
Donc nous, on est dépendant, ce qui n'est pas le cas de l'Asie, qui dépend à 80% du pétrole qui vient d'Ormuz et du Golfe, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on a sécurisé, relativement diversifié nos approvisionnements en or noir. Oh là là, on a sécurisé, nous quand même, qu'est-ce qu'on est bon. David, vous oubliez une chose dans l'équation là. Allez, on se reporte toujours à l'épisode du Covid. Quand il y a une grande pandémie, qu'il y a un grand virus et que tout le monde veut des masques en même temps et que c'est pas vous qui avez les fabriques de masques, qu'est-ce qui se passe? Le prix et le cours du masque a une furieuse tendance à augmenter. Et donc, vous vous retrouvez avec de facto l'incapacité à acheter évidemment les masques dont vous avez besoin, qui se retrouvent, et vous vous retrouvez en concurrence avec éventuellement des gens et des partenaires qui ont plus d'argent que vous. Et donc, vous allez me dire, oui, mais on a des contrats sur la longue durée, sur machin, sur ci. Bon, alors déjà, il y a avec les clauses de force majeure, il y a un certain nombre de contrats qui ont déjà été dénoncés, de fourniture, mais surtout, David, ça va se négocier. C'est-à-dire que si on veut que la Chine continue à nous livrer un certain nombre de terres rares, eh bien, il va falloir qu'on partage notre pénurie avec la Chine, etc., etc. Donc, en fait, vous avez la théorie, et en théorie, tout est sécurisé, et puis Non, en pas pratique... tout, pas tout, mais 80%. Non, non, mais en 80%. pratique, David, la réalité, c'est que rien n'est sécurisé du tout, parce que quand vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas de pétrole. Et donc, quand vous êtes obligé d'aller acheter le pétrole sur un marché international, eh ben, il arrive un moment, ça va se négocier. Mais je suis d'accord, mais à hauteur, répartir. je suis d'accord, mais à hauteur de 20%, puisque 80% vient du Kazakhstan, de Norvège, des États-Unis et d'autres. Vous êtes en train d'assister à une immense redirection des flux et des fournisseurs et des chemins d'acheminement, etc., etc. Donc tout ça est en train de complètement se refaire. Le pire n'est effectivement jamais sûr, mais si jamais ça dure, David, le compte n'y est pas. Et quand le compte n'y est pas, de toute façon, vous avez forcément, avant même la notion de pénurie, un ajustement par le prix. Oui. Et donc, à 4 euros le litre de carburant, l'État n'est même pas forcément obligé de vous dire jour pair, jour impair. Tous ceux qui vont pouvoir ne plus se déplacer à 4 euros le litre vont naturellement le faire parce qu'ils vont, hélas, pas avoir les moyens de toute manière de faire autrement. Quand vous avez l'Agence internationale pour l'énergie qui parle du covoiturage, il est évident, David, que à 4 euros le litre, on va tous trouver que le covoiturage est une solution absolument géniale, que le vélo électrique, c'est absolument extraordinaire. Petite suggestion à tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore un vélo électrique, c'est le moment d'en acheter un d'ici 15 jours si la crise semble, si la guerre semble toujours continuer. Charles, j'écoutais Patrick Pouyanné, interview qu'il a donnée en Chine cette nuit. Si ce conflit dure 3 ou 4 mois, nous pouvons l'absorber. Il rappelle que les économies mondiales peuvent puiser dans leur stock pétrolier pour amortir ce choc, ça on l'a dit. Il parle de 3 à 4 mois, hein. Il ne parle pas comme vous d'un mois. Moi, je vous parle d'un mois avant la première phase de pénurie. Cette première phase de pénurie, ça va être d'abord un choc supplémentaire sur les prix, et avec cet ajustement par le prix dont je vous parle. C'est exactement la même chose que les masques pendant le Covid. Donc, ceux qui voulaient des masques, ils pouvaient trouver des masques, mais il fallait les payer à 1 euro le masque, là où l'État voulait les payer à 2 centimes. Donc évidemment, il n'y avait personne pour vendre à 2 centimes des masques qui pouvaient se vendre à 2 euros, économie élémentaire, cours de première année. Là où M. Pouyanné a parfaitement raison, c'est que la rupture systémique, c'est 3 à 6 mois. J'introduis quand même une autre nuance par rapport à ce que dit le président de Total Energy. C'est que si la crise commence à s'enquister, nous n'allons pas libérer d'autres réserves d'énergie et de pétrole. Ces réserves vont être conservées, et ça, c'est en revanche mon analyse. On a libéré un tiers des stocks stratégiques mondiaux. On va garder le reste. Si ça dure, on va garder le reste. Et pourquoi on va garder le reste, David? Tout simplement, évidemment, pour tous les besoins stratégiques et régaliens. Donc le besoin régalien évident, c'est l'ambulance des pompiers, c'est la voiture de police et de gendarmerie et les voitures du président de la République. Donc ça, on voit bien ce que c'est que les besoins régaliens. Et puis vous avez les besoins stratégiques. On a actuellement
toute notre marine qui est à peu près à la mer. On a des déploiements avec des avions, etc. Bon, alors les avions sont pas encore électriques, les chars ne fonctionnent pas encore sur batterie et ne se rechargent pas sur les superchargeurs de Tesla. Donc, de toute façon, la guerre c'est sale et ça demande du fuel, du gasoil et généralement ça n'a pas de pot catalytique. Donc, si vous voulez, si on doit faire la guerre, il va falloir de toute manière garder les ressources énergétiques pour pouvoir faire la guerre. Donc, là, on a libéré un tiers, comme vous le disiez, des stocks. Mon pari et mon analyse est que nous n'allons pas libérer le reste. Donc, soit ça dure, et à ce moment-là, il y aura des formes de restrictions via les prix, via des rationnements plus ou moins sévères. À horizon 6 mois, les rationnements seront sévères. C'est-à-dire que si jamais à horizon 6 mois, le Golfe n'est pas réouvert, que l'exploitation n'a pas pu reprendre et qu'on est toujours avec ce déficit de 12 millions et qu'en plus c'est la guerre là-bas et que les marines occidentales et de l'OTAN sont engagées, qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, etc. etc. Je ne sais pas si vous imaginez les besoins énergétiques qui peuvent en découler. Donc, l'analyse raisonnable amène à penser que si la situation dure, le reste des stocks ne seront pas libérés et on ne peut pas compter sur cette bouffée d'oxygène. En tout cas, moi, dans mes prévisions économiques, je ne vais pas compter dessus. Ouais, donc, toute chose égale par ailleurs, si ça reste bloqué, le détroit d'Ormuz, et qu'il y a toujours ce déficit de 12 millions de barils jour, on a des premières restrictions qui tombent en France fin avril, début mai. C'est ce que vous dites. Non, fin avril, début mai, on va avoir a priori déjà une indication tarifaire importante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fortes augmentations, et si ça continue, c'est le litre d'essence, il est à 3 euros. Si en fin avril, début mai, le détroit d'Ormuz ne s'est pas débloqué, on va se retrouver avec les premières mesures incitatives et pédagogique, n'est-ce pas? On commence par faire de la pédagogie, David. On est en démocratie, rappelez-vous. Donc, avant de vous vacciner et de vous mettre le pass sanitaire, on fait que la pédagogie pendant plusieurs mois. Donc là, on va vous faire de la pédagogie, covoiturer, l'énergie est rare, économisons-la, bon voilà. Donc covoiturer, bon, et puis après, on va demander aux entreprises de remettre le télétravail, etc., etc., mais de manière, je dirais, relativement consensuelle et sans obligation. Ça, c'est ce à quoi on devrait insister, fin avril, début mai, avec un travail de communication préparatoire de la population en disant attention, les choses ne se passent pas bien et donc il va falloir prendre des mesures, il va falloir prendre des mesures, donc voilà, ça va tourner en boucle. Petit à petit, on va s'y habituer. Et puis effectivement, au début de l'été, donc on va situer ça au mois de juin, juillet, et bien là, on rentrera dans le dur si jamais la situation ne s'est pas sensiblement améliorée d'un point de vue militaire. Et donc, à partir de ce moment-là, on va prioriser les usages. Et les usages, comme je vous le disais, ils vont être réservés à tous les services publics, armée comme police, justice, hôpitaux, etc., pour prioriser les besoins d'énergie. Et puis là, on a parlé, David, on s'est focalisé sur le pétrole et l'énergie directement visible. Mais pour vous donner encore un autre point de vue ou une autre information, 30% de l'hélium mondial vient du Golfe Persique. Or, pour faire fonctionner un IRM, il faut 1000 à 1200 litres d'hélium par IRM, sinon votre IRM il peut pas tourner. Pas d'hélium, beaucoup moins d'IRM et donc beaucoup moins d'imagerie médicale. Donc les conséquences qu'on va pouvoir mesurer, elles vont arriver progressivement. On doit se préparer vraiment à un choc de pénurie. Ça va toucher les médicaments. L'exploitation du pétrole et des raffineries, ça fait des résidus soufrés, et donc ce soufre est réutilisé, et le soufre rentre dans les réactions chimiques nécessaires, par exemple, à beaucoup de médicaments, à commencer par exemple par l'insuline. Alors on a des stocks d'insuline. Les stocks d'insuline, c'est environ 8 à 9 mois aujourd'hui. Donc nous n'avons pas de péril immédiat, par exemple, sur l'insuline, mais vous imaginez que si la crise dure des mois et des mois, si la guerre n'arrive pas à être courte et rapide, les conséquences, David, vont être absolument monstrueuses d'un point de vue économique, mais d'un point de vue extrêmement pratique, nous allons avoir des pénuries en cascade, et ça,
la bourse et les marchés, si ça dure, ils vont commencer à le pricer, David, Ouais. et le mouvement de correction va être violent. Bon, d'ici là, Trump, sûrement, peut-être écoutera l'évolution de tout ça et peut-être qu'il il sortira, en tout cas, il cherchera une issue. On se doute aussi que ça. Il C'est a à des souhaiter. élections. Il a des élections lui aussi en novembre. Il a des élections en novembre, mais ça, entre, vous savez, on se disait tout à l'heure, il y a ce qui est prévu, sécurisé, etc. Bon, mais la guerre, vous avez des plans, et vos plans, ils tiennent jusqu'au premier coup de canon. Parce que l'ennemi, évidemment, va s'adapter. Et donc, une guerre, c'est pas comme dans l'agence Tourisque, c'est pas un plan qui se déroule sans accrocs. En général, ça se déroule avec beaucoup d'accrocs. Et là, est-ce qu'on est en train d'assister à des accrocs majeurs? Est-ce qu'on est en train d'assister à un conflit qui est en train de complètement... est-ce que les Israélo-Américains sont en train de perdre le contrôle du conflit ou pas? Je suis bien incapable de vous répondre à cette question parce qu'il y a le brouillard de la guerre, il y a les manipulations, il y a beaucoup de propagande. Donc, je ne vais pas vous dire ils perdent le contrôle ou ils gardent le contrôle, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas aujourd'hui un conflit court. On en est à la 3e semaine. C'est maintenant que les marchés vont commencer à avoir peur que les 3 semaines nous emmènent à une perte de contrôle de la durée de ce conflit. Et donc, avec toutes les pénuries que ça peut entraîner, toutes les perturbations économiques, c'est ça qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu ces prochains jours et ces prochaines semaines, David. Merci. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles et bonne semaine. Merci, David. Merci à tous.